Et donc, avançons, notre 5e et dernier joueur du jour. Est-ce qu'on a besoin d'en parler ou pas? C'est Nikola Jokic. Nikola Jokic, 35 minutes par match cette année, 79 matchs cette saison également, 112 de true shooting plus, donc efficacité relative à la moyenne, à peine plus 12%, à peine. Bon, c'est un score évidemment d'élite sur un volume de 29% sur Basketball Reference, donc un volume de première option d'équipe, de la barre symbolique des volumes de stars. Que dire, si ce n'est qu'il a engrangé son 4e MVP d'affilée. Ouais, c'est une très belle performance. C'est fou, il a eu là le MVP sur une moins bonne saison que la saison où il a pas eu. C'est quand même très 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 beau. Mais oui, mais non, mais au moins c'est vrai que depuis le début, Kobe White, Draymond Green, Michael Bridges, c'est pas des cas évidents. Là au moins, je suis plutôt tranquille pour finir. Mais oui, alors je sais pas par où commencer parce que j'ai l'impression que tout a été dit sur Jokic, mais en même temps, c'est tout mérite d'être redit une énième fois tellement c'est fabuleux, quoi. Bah oui, et puis bon, comme tu dis, on va pas, enfin, c'est compliqué d'en parler tellement on en parle toute l'année, mais peut-être si on se concentre sur l'aspect de la perf 2024, c'est vrai qu'il y a 2-3 petits trucs à dire. Alors c'est très gadget, mais déjà il est moins efficace qu'avant. Ouais. On était sur une série en cours qui était incroyable depuis 2021, là sur les années 2020. Il faisait des scores d'efficacité qui à chaque fois montaient, et à chaque fois déjà 2021 il tape du plus j'ai perdu du plus 12%, non plus 13 pardon, plus 13% relatif à la moyenne. C'est un score incroyable, c'est déjà un truc historique. Plus 13% d'efficacité relative à la moyenne sur un volume de star, ok. Et ensuite, l'année d'après, 2022, il passe à plus 17%. On dit, ah ouais, non mais là, c'est incroyable. Là, ça devient vraiment historique. Il y a même pas 15 saisons depuis 40 ans qui ont fait ça. Et l'année d'après, 2023, il passe à 121, donc plus 21%. Là, on dit, ah, ok, là, il n'y a plus que 4 saisons depuis 40 ans qui ont jamais fait ça. Donc là, petite déception, il retombe à 112. Donc voilà, c'est très banal pour lui, mais au final, blague à part, on est plus sur le même niveau d'efficacité, mais on est tout de même sur un niveau d'efficacité qui est assez incroyable. Comment est-ce qu'on peut expliquer un peu ce côté moins efficacité, genre top 5 all-time? En fait, on a aussi un 3 points qui rentre un peu moins, mais pour le coup, Jokic, c'est aussi un mec qui, tu vois, il a le pick and pop, il a le 3 points, il est respecté à 3 points, mais c'est un peu bizarre parce qu'il fait toujours un peu des montagnes russes en carrière sur le 3 points, dans le sens où parfois il va taper des saisons à 40%, ou 38, 39, 40, quoi, grosso modo, et puis après, parfois ça redescend, tu vois, 35, 30, 33, 32, donc un peu montagne russe, ce côté 3 points, donc voilà un peu une première explication. Et puis aussi un peu moins de lancer franc qu'avant. Ça n'a jamais été un mec qui avait été une énorme machine à lancer franc. Pour le coup, il a plutôt un style de jeu très, il va être proche du panier. En fait, il a tellement un toucher de balle fabuleux et il est tellement grand que il peut se permettre de passer autour, en fait. Donc c'est toujours un mec qui va prioriser chercher le bon angle de lay-up plutôt que je peux rien faire, je vais attaquer le contact et je vais avoir de lancer. Donc ça avait jamais été un mec incroyable là-dessus, mais tu vois, depuis justement un peu cette transformation dans les 2020, il s'était un peu amélioré, il s'était un peu détaché de la moyenne pour faire des bons scores, et là c'est un peu retombé. Bon, c'est pas non plus Kata, il est encore au-dessus de la moyenne, mais je veux dire, voilà, par rapport à d'autres stars, on est très très loin, tu vois des standards de Giannis, de Embiid, de provocation de lancer faute, de lancer franc, pardon, et de faute. Donc voilà, mais non, mais on est un peu sur du micro-détail de comment expliquer qu'est-ce qu'on peut dire sur cette année un peu 2024 par rapport à ce qu'on a connu avant. Mais le principal, c'est aussi, on peut le rappeler, tiens d'ailleurs, ça aussi on peut le rappeler, également premier à égalité en termes, avec Embiid évidemment, premier en termes d'efficacité sur les post-up, par exemple, sur les post-up à très gros volume, en termes de post-up de création pure. Voilà, il est encore premier cette année de NBA. Et puis, il y a aussi cet aspect de... ce qui est génial avec lui, c'est que c'est pas que le scoring, c'est pas que le passing, c'est aussi les deux en même temps. Et c'est en fait, c'est un mec qui, au-delà, tu vois, on parle beaucoup d'un prisme individuel de chiffres, efficacité, etc. On peut parler de passing aussi, de stats de passing. Mais en fait, c'est surtout que c'est quelqu'un qui est sans doute le meilleur moteur offensif de toute la NBA, c'est-à-dire le mec qui va créer le plus de décalage et créer le plus d'attaques. En fait, on peut aussi le résumer comme ça, très très simplement. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est terrifiant avec quand tu joues Jokic, c'est qu'il faut un peu choisir ton poison, et il n'est, peu importe celui que tu choisis, à la fin tu te fais avoir, quoi. Et je crois que malgré tout ce qu'on vient de dire sur l'efficacité, sur les saisons à 121 de true shooting plus, etc., c'est son passing et la gravité qui crée
autour de son jeu qui m'impressionne d'autant plus. C'est que en fait, peu importe la situation dans laquelle il se trouve, il y aura toujours un de ses coéquipiers, notamment du 5 majeur, qui maintenant se connaissent sur le bout des doigts, qui réussira à trouver une solution de passe, et Jokic la verra dans 99% des cas, quoi. Alors c'est pas comme Steve Nash ou Jason Kidd, un mec qui fait 15 passes par match sur toute la saison, mais en fait il a une telle gravité que toutes les prises à deux elles sont un peu inutiles sur lui, parce qu'il réussira à trouver le joueur décalé qui ensuite fera l'extra passe, et il y aura 3 points d'ouvert. S'il est un peu pris à deux, un peu plus dans la raquette, il trouvera des situations pour mettre des alley-oop à Aaron Gordon qui coupe de la ligne de fond. Enfin en fait, peu importe ce qui se passe, il trouvera la solution. Et j'ai l'impression que cette saison, même s'ils sont pas allés au bout ils ont perdu au Game 7, j'ai l'impression qu'il a beaucoup plus été dans une sorte de gestion après les saisons marathon qu'il a fait depuis 2-3 ans, et malgré ça il reste surdominant, quoi. Donc c'est assez impressionnant, et c'est comment dire, c'est plutôt terrifiant, sachant il a que 28 ans et qu'il a encore pas mal de saisons sous le pied s'il décide de pas partir à la retraite et faire du cheval dans 3 ans, quoi. Bah, tu sais, on a connu LeBron qui nous a fait 9 finales NBA en 10 ans, dans les années 2010. Est-ce que lui va nous faire 9 MVP en 10 ans? C'est possible. Hein. Ah ouais. Non, mais pourquoi pas, hein. Si en 2011, on t'avait dit LeBron il va faire 9 finales en 10 ans, tu aurais pas cru non plus. Ouais, mais pourtant, il l'a fait. Mais non, mais il y a un aspect, en fait, je pense que le mot d'ordre avec lui, pour moi, c'est adaptabilité extrême. C'est-à-dire que on a des mecs qui peuvent créer de l'attaque, on a des mecs qui peuvent créer beaucoup de décalage, créer de chaos dans une défense et ensuite l'exploiter, quoique pas tous, mais justement c'est un peu la force pour moi, c'est que c'est un profil qui n'est pas du tout rigide. Tu vois, on peut comparer à un Luka Doncic. Doncic, c'est le mec qui trouve toutes les solutions comme il veut, balle en main, mais c'est quand même un système un peu plus rigide il faut quand même que je sois balle en main, il faut que j'opère avec le pick and roll, donc ça implique certaines choses la balle doit passer par moi, il faut un certain type d'attaque, etc. Alors que Jokic, en fait, il peut opérer partout, n'importe comment. Quand tu prends ensuite, tu le compares à un Giannis Antetokounmpo, alors je parle pas de la défense, hein, mais que sur l'attaque. Giannis c'est un aimant à défenseur qui est fantastique, mais qui n'a pas forcément le niveau de lecture et de passing de même niveau que Jokic, évidemment, pour parfois toujours en tirer profit. Tu bascules sur un Joel Embiid. Embiid, c'est un score absolument incroyable, mais qui n'a pas du tout cet aspect de passing non plus. Alors peut-être même encore moins que Giannis, même si ça se développe, mais voilà, c'est plus, je caricature beaucoup, et c'est un excellentissime joueur NBA et un moteur d'attaque fantastique, etc. Mais on compare vraiment l'élite de l'élite, là, t'as compris, mais, Oui. mais Embiid, dans un sens, il n'y a pas trop le côté passing, pas de très très haut niveau, pour exploiter parfois les décalages qu'il peut créer. C'est un shot making de folie, c'est du post-up, c'est tout ce qu'on veut, mais il y a pas ça. Alors que Jokic, tu vois, c'est un peu tout à la fois, quoi. C'est qu'importe le rôle qu'il faut que j'endosse, je peux le faire, c'est-à-dire soit le passeur autour de qui tout va tourner, je peux le faire, soit sinon s'il faut aller scorer de manière implacable plus que n'importe qui en NBA, je peux le faire aussi. En termes de style de jeu, tu vois, c'est pas aussi rigide qu'un pick and roll, une attaque de pick and roll un peu héliocentrique où Doncic a tous les ballons. Non, lui on a déjà présenté la stat rapidement, enfin souvent, mais c'est ce côté, la différence entre le nombre de fois où il touche la balle et le temps passé avec la balle entre les mains. La différence, elle est incroyable. C'est-à-dire qu'il touche beaucoup la balle, c'est le premier de NBA, mais il garde très peu la balle en temps moyen et en temps total cumulé, parce que en fait, il la touche et il la fait tourner, quoi. Grosso modo, c'est la plaque tournante littéralement. Enfin bref, il y a un côté vraiment adaptabilité extrême en fait, il n'y a pas de compromis. C'est non seulement le meilleur moteur offensif, mais en plus, il n'y a pas de compromis. Et puis l'autre aspect, à moins que tu veuilles encore parler de l'attaque, tu me dis. Ouais, non, c'était juste, non, mais j'avais juste, enfin, c'était pour complètement confirmer ce que tu disais, c'était que c'est vraiment, en fait, si schématiquement on prend juste des curseurs et on se dit comment dire, point offensif, on évalue les curseurs sur 100, Jokic il les a quasiment tous à 100, là où des Embiid, etc., ils en ont certains qui descendent un peu, quoi. C'est un peu le joueur offensif ultime, où tu lui vois pas de défaut, même en cherchant beaucoup. Donc non, c'était juste pour confirmer ce que tu disais sur lui. Ouais, on est d'accord. Non, mais tu vois, Embiid, je pense que Embiid a un scoring assez incroyable, mais qui n'est peut-être pas autant inscrit en termes de synergie collective dans un fond de jeu où, en fait, Jokic, c'est vraiment,
tu peux lui demander n'importe quoi, il le fait, quoi. C'est ça qui est assez dingue, et ce qui obtient des résultats assez incroyables en termes de création collective, surtout ça. Bien le sûr, marqueur, ouais. Et c'est ça le but aussi, c'est la création collective. Et puis l'autre aspect, c'est la défense aussi, où je pense que il est un peu sous-estimé, quoique maintenant, à force que tout le monde dise qu'il est sous-estimé, parfois il le devient un peu surestimé. Toujours compliqué, tu sais, c'est comme le fameux Mike Conley. Mike Conley, c'est le joueur le plus sous-estimé, on a dit ça pendant 10 ans, et au bout d'un moment, il y a des gens qui pensaient que du coup, il était top 5 NBA. Enfin, j'exagère, mais mais bref, non, mais c'est quand même un mec qui n'a pas les qualités traditionnelles d'un pivot, qui est sans doute pas un pivot très largement au-dessus de la moyenne défensivement. Peut-être parfois, certains matchs, il est au niveau moyen de NBA, voire même parfois valeur neutre, ou négative, je veux dire. Mais c'est un mec qui, voilà, si la défense des Nuggets, elle est top 5, notamment sur demi-terrain, avec lui, c'est pas pour rien, quoi. C'est une question de placement, c'est une question d'intelligence de jeu. Après, c'est vrai que sa présence implique certains types de schémas qui parfois sont risqués pour un peu le protéger. Donc il y a aussi il y a ça à prendre en compte sur la valeur globale de ta présence. Il y a un certain compromis défensif, peut-être pas autant que certains haters peuvent le dire de non, mais il est totalement nul en défense, ok, mais tout de même c'est un peu à noter que contrairement à d'autres profils tout en haut du classement, il y a un peu ce compromis défensif, mais voilà, je trouve pas que ce soit majeur, et en plus c'est peut-être le compromis le plus facile à accepter de l'histoire de l'humanité. On est d'accord. Oui, c'est ça, c'est que enfin le choix il est vite fait, quoi. Il y a pas de question à se poser. Et puis je trouve que honnêtement après c'est pour ça qu'il a été re-signé et qui continue là-bas, mais la raquette avec Aaron Gordon, ça se complète bien à ce niveau-là, parce qu'Aaron Gordon il a cette explosivité, ce potentiel de défendre en second rideau ou de prendre les joueurs un peu plus vifs que Jokic n'a pas forcément. Et je trouve que soit offensivement ou défensivement, c'est un duo qui se complète plutôt bien. Donc sur ce point-là, ça a été bien construit. Et oui, Jokic n'est pas le poids lourd défensif. Enfin, c'est pas Nikola Vucevic, quoi. Faut mettre un peu de nuance dans les propos. Et donc oui, évidemment que défensivement c'est moins impactant qu'un Giannis, qu'un Embiid, qui sont des joueurs d'élite, mais c'est pas non plus vraiment une catastrophe. Et donc vu que c'est au juste milieu et que offensivement de l'autre côté c'est un des top 3 des attaquants de l'histoire, oui, évidemment le choix il est vite fait pour le laisser ou non sur le terrain. Oui, d'accord. Et donc classement, où est-ce qu'on l'imagine ? Bon, là, c'est qu'on pouvait discuter pour un peu de tous les autres. Là, je pense qu'on sera tous les deux d'accord pour le mettre numéro 1, sans trop de discussion. Au tout début du podcast, on parlait de différents tiers. Là, il a un peu son tiers tout seul, quoi. Je suis d'accord, mais honnêtement, je me posais un peu la question par rapport à Giannis. D'ailleurs, je sais pas toi comment l'ordre qu'on a actuellement à Giannis, Doncic, SGA, Curry. Est-ce que tu aurais un peu mélangé cet ordre-là ? Est-ce que tu aurais forcément Giannis en numéro 2 par exemple ? Alors pas de façon si évidente. Là comme ça, sans avoir regardé les profils, sans avoir approfondi, j'aurais mis Luka en 2 et Giannis en 3. J'aurais juste échangé Luka et Giannis. Après honnêtement comme j'ai pas regardé en détail et tout, donc je vous fais confiance là-dessus, mais instinctivement j'aurais échangé les deux, et donc j'aurais mis donc Jokic, Doncic, Antetokounmpo. Ouais, c'est ce que pas mal de gens disent par rapport à Doncic versus Antetokounmpo. J'avoue que moi je suis pas sûr qu'il y ait un écart. Enfin, il y a un écart. Mais j'hésite un peu avec Giannis par rapport à Jokic. Je dis pas j'hésite, je pense qu'ils sont au coude à coude, mais je me pose un peu la question. Mais tout ça, en fait, il y a aussi une question de pondération. Mais tu vois, Giannis, on a retrouvé un mec qui était incroyablement efficace. Donc ça, c'est important quand même, qui a un impact sur son scoring, a un impact assez énorme. Alors, pas en playoff, mais c'est pas que le côté, il a pas joué les playoffs là, mais on sait que ça se transpose pas autant. Mais bon, en même temps, c'est quand même une certaine valeur, et on sait pas un classement que sur les playoffs. Il y a aussi la valeur de la saison régulière et d'être un créateur de décalage. Et puis aussi, il y a la défense, quoi. La défense est quand même de haut niveau. Mais tu vois, autant l'an passé, pour moi, j'ai répété assez souvent, mais pour moi, l'an passé, quand on essayait de mettre un peu Giannis et Jokic dans la même phrase, ça me paraissait aberrant, tellement Giannis, pour ses standards, avait fait une mauvaise saison, un peu passé sous les radars, et parce que tout le monde s'en fout de l'efficacité. Et de l'autre côté, Jokic était incroyable. Là, tu vois, quand tu prends en compte le fait que Jokic est un peu moins fantastiquement, fabuleusement historique que d'habitude, et le fait que Giannis est quand même de retour à un très bon niveau, et en fait, à quel point est-ce qu'on peut les rapprocher ou pas,
tu vois, c'est la défense. Comment est-ce qu'on juge la défense? Oui, bien sûr. Oui. Parce qu'on a quand même affaire avec Giannis, un des 10 meilleurs défenseurs de NBA assez facilement, je pense, et surtout, c'est un défenseur intérieur. Oui. C'est pas, tu vois, c'est pas KCP, c'est pas Caruso, quoi. C'est quand même l'impact intérieur le plus important, avec en plus la protection de panier, enfin. Je pense que ça peut s'argumenter qu'il y a quand même un écart qui est beaucoup plus proche que l'an passé, où l'an passé l'écart était énorme. Mais c'est un peu, tu vois, c'est un peu ça aussi pour te répondre sur le Doncic. En fait, c'est kiff-kiff, question de pondération. Est-ce qu'on préfère un peu cet aspect de mine de rien, Doncic, c'est un peu la réponse à tout le temps, même si il va pas forcément y avoir un énorme moteur d'attaque en saison régulière, et que parfois le style est un peu rigide, parfois compromis, parfois beaucoup de mauvais tirs lui-même qui font un peu tout baisser. Mais est-ce que tu préfères ce côté attaque implacable, ou plutôt est-ce que tu préfères l'aspect de Antetokounmpo peut-être un peu moins implacable, mais tout de même énorme moteur à attaque énorme moteur offensif, pardon, et puis aussi la valeur de la défense. Ouais, oui, non, je suis complètement d'accord. C'est vrai que moi, j'apporte beaucoup d'importance à cet aspect de création, que ce soit pour lui-même ou pour autrui, et ce contrôle constant du ballon qu'a Doncic, et qui fonctionne, parce que oui, si tu contrôles beaucoup le ballon, que t'as beaucoup le ballon et que ça se transpose pas, c'est dommage, mais Doncic, ça se transpose tellement bien. Et comme tu l'as dit, il y a un peu cette implacabilité il y a sûrement un biais de récence avec les playoffs, mais aussi comme c'est sur la saison passée, c'est pas si grave que ça. Donc c'est pour ça que moi je l'aurais mis devant. Mais après oui, comme tu l'as bien précisé, que ce soit sur l'efficacité, que ce soit sur la défense, il y a pas photo. Et c'est vrai qu'arriver en fait, au-delà de cette question de classement, quand t'es dans les mêmes tiers, souvent après c'est des questions de sensibilité, de ce que tu préfères voir, et quelles sont les qualités que tu préfères chez certains joueurs. Et donc après c'est un peu dans les mêmes tiers, c'est un peu tout le temps interchangeable, quoi. Mais peut-être aussi que je peux un peu surestimer le côté défense de Giannis, peut-être. Mais c'est quand même un aspect hyper important pour moi, la défense intérieure. Mais peut-être que je surestime Giannis, peut-être que j'estime pas assez la création offensive de Doncic. Ou alors peut-être que je combats mes propres instincts, parce que tu sais que j'adore Doncic aussi, mais non, c'est un peu compliqué tout ça. Et, tu vois, d'instinct, pour moi, il y a un écart assez net entre Jokic et Doncic. Il n'y a pas un monde où je me dis, ouais, peut-être que Doncic est meilleur que Jokic, tu vois. Et pourtant, pour Antetokounmpo, Antetokounmpo, c'est plus compliqué, parce que en fait, c'est pas le même métier. Tu vois, Jokic versus Doncic, tu te dis juste, qui est le meilleur en attaque, grosso modo, c'est un peu. Bien sûr, ouais, c'est ça exactement. Et donc c'est plus facile. Alors que pour le duel Jokic Antetokounmpo, c'est une question de pondération, quoi. Ouais. C'est une question de pondération, et c'est pas aussi simple que y a un domaine et qui est le meilleur dans ce domaine, quoi. C'est à quel point tu donnes l'importance à quel point tu penses que la défense a de la valeur, à quel point tu penses que sa défense a de la valeur, à quel point tu pénalises le côté rigide ou en tout cas pas transposé, attaque en playoff, pas porteur de balle. C'est compliqué, mais ok, faisons comme ça. Mais vu que plein de monde me réclame de passer Doncic au-dessus, peut-être qu'il faudra qu'on le fasse alors. Vu que c'est quand même un classement participatif, il faudra peut-être le faire. Non, mais en fait, j'ai eu de tout. J'ai eu aussi SGA numéro 1 devant Antetokounmpo et Doncic. Tu vois, je sais pas. Embiid, tu vois, mais Embiid se retrouve 6ème. Est-ce que c'est pas un peu bas aussi? Ouais, non, mais c'est un peu un cercle vicieux. Une fois que t'as commencé à te poser des questions, tout se repose en question. Alors, juste pour répondre rapidement à tes deux petites interrogations là, moi, SJ, je le vois bien là, parce que j'ai l'impression que malgré sa saison exceptionnelle, il est quand même beaucoup plus intégré dans un système qui est un peu fait sur mesure pour lui, et comment dire, il a moins cet aspect création pour autrui, un peu omnipotent qu'a Doncic ou Jokic, voire Antetokounmpo. Donc j'avoue que moi je dirais un peu derrière. Après, je suis moins fan du profil que beaucoup de gens. Et après, pour Embiid, je pense que potentiellement la seule place qu'il peut gratter, c'est avec Curry. Je le vois pas taper les 4 de devant, en tout cas sur la saison passée, notamment parce qu'on a eu le même cas avec Draymond. Il y a eu une grosse période de blessure quand même, qui rentre en jeu. Mais en fait, c'est dur à juger, parce que de souvenir, alors pareil, j'ai pas regardé en détail, mais il était quand même sur un début de saison assez tonitruant.
Et donc ouais, et oui, toujours défensivement, ça reste une encre défensive. Il était ultra efficace de souvenir, pareil, j'ai pas sous les yeux, donc oui, potentiellement gratter une place par rapport à Curry, mais ça reste quand même comment dire, une saison un peu tronquée, je crois, de souvenir pour Embiid. Donc Ouais, en nombre de matchs, ouais, mais après le nombre de matchs c'est pas un critère. On prend un peu ce qu'on. c'est que les minutes. C'est que les fois où il était sur le terrain. Grosso modo, c'est pour ça que tu vois Ok. que Kawhi est aussi haut aussi, parce qu'on prend pas le côté injury prone, Ok. etc. quoi. Mais Ok, bah alors oui, bah alors ça peut vraiment discuter avec, je pense, Curry ouais, dans ce cas-là, parce que de souvenirs, là je regarde vite fait et oui, enfin, c'était une saison quand même c'est incroyable. Hein. assez Ouais, incroyable. on est d'accord. Ouais, donc peut-être Embiid va gratter des places, mais ok. Non, mais en vrai, je pense que Jokic est quand même assez nettement numéro 1. On peut faire ça de conclusion, à mon avis. Ouais, enfin, en tout cas, oui, de mon côté, y a pas trop de discussion. Très bien, et bien, petit quiz pour terminer. Cette fois, nous sommes le 5 janvier 2024. Est-ce que tu te souviens de ce fameux buzzer beater contre les Warriors, où il a démontré beaucoup plus d'émotion que qu'au moment du titre, où le titre, t'as l'impression qu'il s'en fichait, mais là, la explosion de joie après ce buzzer beater du milieu de terrain. Qui est sur le terrain au moment de ce buzzer beater entre Denver et Golden State? Alors, on va faire le classique Jokic, Gordon, Michael Porter, KCP, Murray. Alors, Gordon, Murray, KCP, oui. Jokic, oui, mais il manque le 5e. Brown. Non, c'est élémentaire. Comment il s'appelle Peyton Watson. Exactement, c'est élémentaire, mon cher Peyton Watson, tout à fait. Et côté Warriors. Et côté Warriors, Steph Curry. Ouais. Alors, est-ce que c'était un moment où Draymond était suspendu ou non? On va le tenter, Draymond Green. Non, il est suspendu, ouais. Ah oui, quand tu m'as dit la date, je sais ce que je pensais, mais bon, je préfère vérifier. Alors, Clay. Oui. Wiggins. Oui, tout à fait. Kuminga. Pas Kuminga. Ok. Kevin Looney. Kevin Looney, oui. Ok. Et les écouteurs sans fil, là, tu sais comment ça s'appelle les écouteurs sans fil que tu mets aux oreilles? Podmensky. Podziemski. Les AirPods Yemski, tout à fait. Exactement. Branding Podziemski, ouais, tout à fait, tout à fait.